Bonjour, bienvenue dans cette première émission. On est aujourd'hui avec Halim Derès et moi-même Cyril Michael Calejon pour vous parler de tout un tas de choses et notamment d'expériences d'expatriés. Tu vas bien, Halim ? Salut, je vais très bien. Et toi? Bah écoute, ça va. Alors je crois qu'on est expatrié dans notre propre pays en ce moment à cause du confinement, mais c'est une expérience aussi à vivre. On a choisi une certaine méthode. On est des expatriés confinés dans le pays d'origine. Du coup, aujourd'hui, pour la première, on va parler d'un fait très simple. La première fois que tu as travaillé à l'extérieur, le but de l'émission, c'est surtout de partager des tips, de donner des astuces, de donner des conseils et puis dans un avenir très proche de partager des expériences avec d'autres expatriés sur comment faire du business à l'étranger, comment trouver du travail, comment trouver du logement, partager aussi pas mal d'anecdotes, de choses un peu honteuses et de voir comment on peut s'enrichir les uns les autres. Et on va commencer tout de suite avec toi, Halim. Ta première expérience en tant qu'expat, c'était où, quand, comment ? Alors, la première expérience, on va commencer par le comment. C'était par hasard, ou c'était au Maroc, et c'était en juillet 2013. Il y a eu un espèce de ras-le-bol, et ça faisait 4 ans que j'avais ma boîte, qui s'appelait Pixel Magazine. C'était une boîte dédiée à l'image, principalement à la photo. En 4 ans, j'avais fait le tour. J'avais pas mal voyagé, j'avais pas mal bossé, voire même trop par moment. Et j'avais envie en fait de bouger. Donc je suis parti monter à Paris. De Paris, j'ai traversé une partie on va dire de l'Europe centrale, en commençant par l'Allemagne, qui m'a amené jusqu'en Turquie avec le souhait de m'y installer, parce que c'est un pays que j'adore et que j'avais visité déjà 1 ou 2 fois avant. Et de là, sur un coup de fil avec une pote, et une pote qui me propose, même me conseille, au vu de mon profil, d'aller au Maroc. Après 1 ou 2 jours de réflexion, finalement, c'est ce que je fais. Et j'atterris à Casablanca vers la fin août, mi-août, fin août. J'atterris là-bas et en fait, il y a pas mal de chance dans l'aventure. C'est que je vais voir un cabinet de chasseurs de tête. Je leur donne mon CV. Je les appelle, je prends rendez-vous. Donc on me donne un rendez-vous. Je débarque avec mon CV. Je le donne et le conseiller qui me reçoit va voir le DRH de la boîte. Et le DRH de la boîte revient me faire une proposition en fait pour m'engager en tant que consultant. Donc ça a été l'aventure entrepreneuriale. Elle avait déjà commencé en France, mais à l'étranger en fait, elle avait commencé vraiment sur un coup de chance. Si je cherche un boulot, alors là à ce moment-là, clairement, que ce soit salarié, consultant ou autre, ça me dérangeait pas. Je voulais juste apprendre et connaître, on va dire, les us et coutumes du monde du boulot au Maroc. Et je rentre pour déposer mon CV, je ressors avec un poste de consultant en communication et en RH. Aussi simple que ça. Et du coup, ça se passe comment la première entrée en matière dans le pays ? C'est un pays où tu avais déjà été avant ou pas du tout ? Alors pas du tout, je connaissais le Maroc comme tout le monde, j'avais jamais été en tant que touriste, j'avais jamais travaillé, ni sur place ou ni avec l'administration de la communauté marocaine en France. J'y vais, alors j'ai un avantage considérable qui est du côté de ma mère, je suis algérien, je suis même né en Algérie, donc j'avais l'avantage de la culture et de la langue. Donc ce qui fait en fait, c'est un avantage considérable. Tu casses un nombre de barrières inimaginables en parlant la langue et en fait en connaissant la culture. Donc ça a été le premier jour de boulot en fait a été comme pour n'importe qui va commencer un boulot en France aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de on connaît la culture, on connaît la langue, on connaît on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut pas faire. Donc ça évite des situations très gênantes parfois. Et ça a été un avantage considérable, c'est que j'ai été dans le bain, oui, le premier jour. Et du coup, ça consistait en quoi ce job de consultant ? Alors, c'était dans le secteur du recrutement. J'avais aucune expérience dans le recrutement, si ce n'est que j'ai bossé avec des photographes indépendants. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça du recrutement avant, parce qu'on est, on est sur de l'artiste. Euh, J'arrive dans la boîte au mois d'août et j'apprends en fait le jour même, le jour de mon recrutement. Alors, le jour de l'entretien, on me dit que la boîte est jeune.
Donc moi, je me dis, bah pourquoi pas. Il n'y a pas trop de... Et tu te rends compte que c'est une crèche? Parfois, Parfois, ça a failli l'être. Parfois, ça a failli l'être. Donc on me dit que la boîte est jeune. Donc moi, je me dis, ben, let's go. Et le premier jour de boulot qui a lieu le lendemain, parce que j'attaque le boulot le lendemain, j'apprends que la boîte a moins de 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'en fait, la boîte a été montée vraiment à la hâte. Prénatal, oui. Et il n'y avait aucun process. Mais il n'y avait rien. C'est-à-dire que il n'y avait pas de process de communication interne, pas de stratégie de communication à l'externe. Et en termes de le cœur du métier, qui était le recrutement, il n'y avait pas de stratégie non plus, et il n'y avait pas de poste défini. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde recrutait à tout niveau. Moi, mon boulot à ce moment-là a été de structurer la communication en interne, parce qu'il y avait trop d'outils. En fait, je t'apprends rien, c'est un peu comme lorsque tu montes une boîte, c'est-à-dire que ton premier mail, tu l'envoies sur Gmail ou sur Hotmail. Ta première réunion, tu l'as fait sur Zoom, la deuxième, tu l'as fait sur Google Meet, la troisième, tu l'as fait là. Et en fait, il y avait tout ça. Donc, il fallait vraiment recadrer la communication du personnel de la direction. Et sur l'aspect RH, alors, sans qu'on me le demande vraiment, parce que moi, au départ, on m'a dit, en gros, c'est tu audites les personnes que tu as en face de toi. Et c'est très simple, tu as une feuille avec des cases à cocher, et puis tu mets oui, non, oui, non, oui, non, et puis à la fin, on fait la somme des deux, et on sait s'il est apte ou pas. On avait plusieurs profils dans la boîte, et là, en fait, dès le début, j'ai conseillé à ce que chacun s'occupe de des métiers de sa branche. Moi qui venais de la com, donc j'ai pris tous les candidats qui étaient destinés à un cabinet de conseil en communication, à une entreprise, mais tout lié à la com, les secrétaires de rédaction, des journalistes, et puis à côté, on avait une personne qui s'occupait, elle, de tout ce qui était, par exemple, call center. Donc tout ce qui était coach en call center ou responsable directeur qualité. Ça a été mon premier job, et j'ai fait ça pendant les 2 premiers mois, en gros. Parce que j'arrive dans une boîte qui est très jeune, en tant que consultant, donc avec un œil extérieur. J'étais pas présent tous les jours. Et je me rends compte que la boîte a du succès. Pour te donner un chiffre, lorsque je demande où on en est dans le traitement des CV à informatiser, parce qu'en fait, les CV donc arrivaient certains par courrier, certains étaient déposés dans la boîte aux lettres, certains étaient déposés à l'accueil. Ouda, que je salue, la secrétaire m'a dit on en a à peu près 800 encore à traiter. Donc il a fallu mettre en gros un stop au recrutement. Vraiment, parce que si on ne mettait pas le stop à ce moment-là, on aurait croulé sous les CV. Donc il a fallu mettre un stop, tout gérer informatiquement, et puis après relancer une campagne relancer une nouvelle campagne de recrutement. D'accord. Et du coup, quand tu arrives dans le pays, logement, papier, tout ça, comment que ça se passe? C'est l'employeur c'est la boîte qui te prend en consultant, qui met ça en place, c'est toi qui te débrouille. Pas du tout. Alors, en termes de première expat, le Maroc est une excellente école. Mais excellente école parce que moi je débarque. Honnêtement, je sais pas combien de temps je vais rester. Je sais pas si ça va me plaire. Je sais pas si je vais trouver un boulot déjà. Parce que moi, fort de mon expérience et de mes études en France, certes, mais je pouvais pas prétendre au même salaire. Je dirigeais ma boîte juste avant. Je peux pas prétendre à un salaire de dirigeant de boîte ou un salaire de cadre sup, débarquant dans un pays depuis 3 jours et ne connaissant pas le marché du travail. Donc je commence en fait à faire des démarches, mais vraiment de base, c'est-à-dire je me pose la question de savoir comment on fait pour bosser. Et là, j'apprends très vite qu'il faut un visa de travail. Et à partir de là, tu as un nombre de questions qui commencent à pulluler dans ta tête, et qui sont qui me le délivre, sous quelles conditions, sous combien de temps. Et en fait, moi j'apprends très très vite que pour avoir un visa de boulot, il faut déjà avoir une offre de boulot.
et que généralement, l'offre de boulot ne suffit pas à obtenir le visa. Alors ça, c'est la première étape. Et étant donné que c'est un peu acté dans la société, je dis bien autant dans la société dans laquelle j'étais, autant dans la société marocaine, c'est-à-dire qu'il a été très simple pour moi de dire droit dans les yeux à mon boss, j'ai pas de visa, donc ça va être très compliqué d'ouvrir un compte bancaire parce que le salaire, les revenus doivent être virés uniquement sur un compte marocain, et ça va être très compliqué. Et il me dit, c'est pas grave. Alors le temps de faire la démarche pour obtenir le visa de travail, c'est très long. C'est auprès donc des autorités, c'est très très long, donc il faut fournir tout un tas de documents. Et comme je te disais, en fait, toute cette démarche n'engendre pas automatiquement l'obtention du visa. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences à bosser, soit tu as un pote sur place qui a un compte marocain et tu reçois ton salaire dessus et tes revenus dessus, soit tu te fais payer en cash, ce qui a été mon cas les premiers mois. Donc en fait, je passais puis je prenais une enveloppe de cash à la fin du mois, quoi. Donc c'était officiellement du black. Mais tout ça se sait, donc c'est pas gênant. C'est pas gênant, il n'y a pas un problème de morale à avoir, parce qu'en fait, t'as pas le choix. Oui, et puis c'est un truc qui doit être pratiqué là-bas, du coup. Sinon, ils te l'auraient pas C'est proposé. pratiqué, mais à grande échelle. En Europe, on ne proposerait pas un truc comme ça. On trouverait comment légaliser rapidement les situations, quoi. C'est ça, parce que lorsque tu rentres au Maroc avec un passeport étranger, tu as 6 mois. Si je dis pas de bêtises, tu as 6 mois. Et 6 mois durant lesquels tu dois sortir du territoire pour revenir. Donc moi, quand j'arrive, je rentre en France 4 mois et demi après, donc pour moi, on va dire ça passe. Donc je prends mon avion, j'atterris à Marseille. De Marseille, après, je reprends mon avion pour rentrer à Casablanca. Donc j'ai eu mon nouveau tampon qui est valable 6 mois. Mais les 6 mois qui ont suivi, en fait, soit tu envisages un séjour à l'étranger, ou quand tu n'as pas le temps d'envisager un séjour à l'étranger, quand tu n'as pas les moyens d'envisager un séjour à l'étranger, il y avait la technique qu'on a dû pratiquer à un moment donné, c'est-à-dire aller au nord du Maroc, sortir du Maroc, rentrer dans l'enclave espagnole, te balader, faire du shopping, et rentrer quelques heures après au Maroc, et tu repars sur un nouveau tampon de 6 mois. Ça s'invente pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que tu arrives à l'enclave, en fait, et tu as des bus entiers, mais vraiment, tu as des bus entiers qui viennent de Marrakech, de Casablanca, de Rabat, d'Essaouira, qui arrivent là-bas, et en fait, tu as tous les mêmes profils. Donc, c'est que des mecs qui bossent, des jeunes cadres, des cadres sup, en fait, qui sont dans la même galère, quoi. Ok. Et le douanier qui te tamponne ton passeport, il sait très bien pourquoi. Oui, après. T'envisages pas d'aller te balader en Espagne à 14h, de rentrer à 16h. Mais. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Mais parfois, non, ça peut engendrer des problèmes. Tu peux être questionné longuement. Moi, ça a été mon cas une fois. Où le type qui me dit clairement, il me fait pour que ça passe, faudrait peut-être rester au moins 24 heures hors du Maroc. Je le saurai pour la prochaine fois. Ouais, ok, ouais, c'est donc bizarre. Faut avoir le goût de l'aventure. Clairement, faut avoir le goût de l'aventure. Et j'ai fini par avoir un compte marocain. Bon, voilà, t'as réglé ton problème et le fisc français nous entend, ils savent où aller chercher ton trésor. Mais du coup, tout ce qui est logement, par exemple, ça se passe comment ? Logement, ça a été sur un site qui s'appelle Bladi, qui veut dire mon pays, qui est l'équivalent en fait, qui est une copie conforme du Bon Coin. C'est-à-dire tu postes des annonces et tu peux consulter d'autres annonces. Là aussi, même procédé, c'est-à-dire il y a des règles à avoir, il y a des règles à suivre, pardon. Il y a tout un process à faire, donc un peu comme partout. Hein. Donc tes fiches de paye, ton avis d'imposition, blablabla. Mais tout le monde sait qu'une grande partie des jeunes sur place qui travaillent sont des expats, dans certains cadres sont des expats. Donc en fait, on n'a pas accès à tout ça de suite.
Et les propriétaires sont hyper, hyper cool, quoi. Moi, j'ai été en coloc au Maroc. Mon premier appart, ça a été une coloc avec un type que j'avais rencontré à l'hôtel. T'es bizarre. À l'hôtel, comment dire, une espèce de grande auberge hôtel. On se rencontre et en fait, on est là pendant quelques jours. Et puis, je vais chercher un appart, il en cherchait un. À un moment donné, il me parle d'un tuyau qu'il a. On va voir la propriétaire, on discute avec elle, on lui expose la situation, c'est-à-dire qu'on est tous les deux expats. Pas de titre de travail, mais on bosse. Pas de salaire pas de revenus qui arrivent sur un compte bancaire. Mais par contre, on est là et puis on peut payer plusieurs mois à l'avance. Et là, elle nous dit, bah ok, banco. Et là aussi, c'est une pratique qu'on trouve régulièrement, il faut vraiment de partout dans toutes les villes. Au Maroc. Bon. Au Maroc, ouais. Et sur le... Donc l'expérience, elle a duré combien de temps au Maroc? Près d'1 an et demi. D'accord. Et du coup, t'es parti pourquoi? Près d'1 an et demi, j'étais parti, entre guillemets, j'avais fait un peu le tour, il y avait des situations qui commençaient à me tendre un peu. Parce qu'en fait, tu comprends très vite que ça va être très compliqué d'aller au-delà de ce que tu as déjà fait. En fait, il y a une espèce de plafond de verre. C'est-à-dire que ça va être très compliqué d'avoir le visa de travail. Ça va être très compliqué d'avoir tout accès à tous les documents nécessaires pour avoir une vie cadrée et ne serait-ce qu'au moins être en situation, je vais utiliser le mot, en une situation qui soit complètement légale. Donc là, je me suis dit à un moment donné, ouais, faut tenter autre chose. Et j'avais fait le tour, entre guillemets, de ce que je voulais faire et voir. Et une autre proposition d'expatriation s'est offert à moi, donc j'ai sauté dessus. Et t'es parti où du coup? En Bulgarie. Donc un autre monde. On va rester 2 secondes sur le Maroc. Un autre monde, d'autres coutumes. D'autres coutumes, on en parlera à l'occasion, mais par rapport au Maroc, tout ce qui est par exemple négociation salariale, ça se passe comment? Il y a un salaire de base. Alors, il y a un salaire de base, alors, par exemple, pour des profils comme moi. C'est-à-dire que j'avais 27 ans, j'étais diplômé, j'avais 28 ans, ouais, 28 ans. 28 ans, j'étais diplômé, j'avais une certaine expérience, j'avais pas mal voyagé, j'avais pas mal bossé. Avant de monter ma boîte, j'ai été enseignant formateur en communication pour des classes de BTS. Donc j'avais une certaine expérience dans le monde du travail. Et je me suis renseigné et le salaire moyen pour un profil comme le mien, c'était entre 10 et 12, 13 000 dinars, ce qui fait entre 950 et 1100, 1150 euros par mois, qui est un très bon salaire au Maroc. Alors, c'est pas officiel, mais c'est vraiment, c'est des paliers de salaire. C'est des tranches de salaire. Et je savais pertinemment que j'allais être dedans, qui fait que aucune négociation de salaire, lorsque je signe mon contrat de partenariat avec ce cabinet RH, j'ai 11 000 dinars de salaire. Et c'est suffisant localement? Comment? C'est suffisant localement pour vivre? Ah ouais. Non, ouais, on était à peu près à ça faisait 1000 euros ça faisait 1000 euros. Ce qui fait à peu près à la louche 3 fois et demi, 4 fois le SMIC. D'accord, local. Ouais. Donc oui, c'est un peu suffisant. Enfin, on est tous les deux. Pour comparer en France, c'est comme si en France tu gagnais à peu près 3500 euros. 3500 euros aujourd'hui. Alors je pose cette question pour ceux qui n'ont pas encore fait le saut ou qui sont restés dans un pays. Des fois, par exemple, nous deux, on travaille souvent au Portugal et on est souvent à Lisbonne. Et il faut savoir que la vie à Lisbonne est presque aussi chère que la vie à Paris. Donc quand tu gagnes déjà 2 fois le SMIC local, c'est pas suffisant des fois pour Lisbonne. Hein. Donc parce que le SMIC étant très bas, voilà, c'est juste pour qu'on ait un... Parfois c'est pas suffisant, c'est clair. Voilà, c'est juste pour qu'on ait un ordre d'idée des choses, quoi. Mais au fait. Et question un petit peu con, c'est vrai que nous, on est un peu privilégiés en France.
on a un système de santé, on est pas mal couvert. Donc comment que ça se passe si tu es malade, enfin toi tu as beaucoup de problèmes mentaux, mais si tu es malade au Maroc, C'est couvert par aucune mutuelle. il n'y a pas de mutuelle, tu es couvert par la sécurité. Oui, toi tu n'es pas couvert, oui je sais. Tu as des... Par exemple la sécurité sociale française, pour info, elle marche partout en Europe, mais est-ce qu'elle marche aussi là-bas, donc sur un autre continent? Est-ce qu'il faut que tu prennes une mutuelle pour les étrangers, comme ça existe dans certains pays? Comment que ça se passe au niveau santé, au niveau, déjà au niveau santé, oui. Tu as comment dire, une sécurité sociale donc marocaine. Donc pareil, donc là, ça par contre, ouais, paradoxalement, ça va très vite. Ça va très vite, il y a un formulaire à remplir et tu obtiens un numéro de sécu marocain. C'est ultra rapide, étonnamment rapide, j'ai envie de te dire. Ouais. Par contre, le système de santé publique est très, je vais pas dire laissé à l'abandon, mais il est très pauvre. Il est très pauvre au détriment du nombre incalculable de cliniques privées que tu peux trouver de partout. Voilà, le secteur médical privé, c'est un monde, comment dire, c'est un monde dans le monde. Tu ne peux pas faire une rue sans croiser une clinique privée, une clinique dentaire privée, un cabinet de radiologie privé. Alors, quand je parle de cabinet, c'est des centres. C'est des dizaines de praticiens. Le mieux, en fait, c'est de prendre une mutuelle. La mutuelle donc te rembourse à un certain taux, un peu comme partout, hein. Et ça te donne accès au système de santé privé, je vais pas dire à moindre coût, mais de façon abordable. Mais ce qu'il faut, c'est directement prendre une mutuelle. Il y a tout un tas de mutuelles. Alors après, tu as des mutuelles qui peuvent fonctionner entre la France et le Maroc, entre le Maroc et la France. Mais pour répondre à ta question, la carte de sécurité sociale française ne fonctionne pas au Maroc. Et oui, bah oui, je me doute. Enfin, je me doute. Bah non, parce que pour l'Espagne, le Portugal, la carte. Elle fonctionne en Europe, elle fonctionne en UE. Hors de l'UE, en fait, c'est tout un autre process. Okay. C'est un numéro de sécu marocain, donc ce qui est logique, c'est un peu j'ai aussi un numéro de sécu portugais. Hein. Oui, bah oui, voilà. Après, le Portugal, ce qui fait que j'en ai pas en tout là. C'est un peu bizarre le Portugal parce qu'il est en phase de vouloir augmenter artificiellement aussi sa population, donc ça reprend une autre logique. Pour finir, par exemple, avec le Maroc, tout ce qui est, par exemple, tes rapports avec l'administration française, comment que ça se passe? Les impôts, les documents que tu dois fournir. Tu leur signifies. Alors, moi, je te cache pas que j'ai continué alors, c'est assez particulier parce que j'avais encore les statuts de consultant en France. Donc, j'avais des revenus. Ce qui fait que mes revenus marocains, étant donné que je les recevais en fait en cash, donc je n'étais pas fiscalement résident au Maroc, mais en fait, je l'ai payé, je l'ai déclaré en France. Je l'ai déclaré en France, c'est-à-dire que lorsque je recevais mon salaire, je le déposais sur un compte français. Pour un moment éviter des problèmes et avoir le fisc qui tape à la porte, tu la joues en totale transparence en leur disant voilà ce qu'il y a sur mon compte et tu déclares ça comme étant des revenus. Donc là, ça va très vite. Après, il n'y a pas de... Après, mais effectivement, si tu as le moindre souci, donc il y a le consulat de France à Casablanca, tu as l'ambassade qui est à Rabat, tu as une connexion qui se fait très rapidement. Après, c'est comme dans beaucoup de villes, tu as une forte communauté française, tu as le lycée français qui est à Casablanca, donc l'administration française est présente sur place. Et tu y as accès facilement, beaucoup plus facilement que dans certains pays. Tu as accès directement en y envoyant un mail. Tu as besoin d'une information, tu envoies un mail. Et ils sont ultra réactifs. T'en as retenu quoi un peu de cette expérience marocaine? Alors, c'est une expérience. C'est vrai. Quand je disais, c'est une école. Lorsque tu t'expatries dans un pays qui ressemble au tien sur tous les aspects,
à tous les aspects. C'est comme si aujourd'hui tu quittais la France pour aller vivre en Suisse. Il y a pas un choc. T'as pas un choc culturel, t'as pas un choc dans le Si, style il de y a un choc vie. culturel. Quand tu demandes un menu best-of Big Mac, on te regarde bizarrement. Faut demander un XXL. Ça me fait penser, j'ai regardé Pulp Fiction il y a pas longtemps, et la scène où Du cheeseburger. il lui demande comment ils appellent le Whooper. Ah, Et donc tu disais, oui, sur le... il n'y a pas de réel choc. Par contre, tu quittes la France, t'atterris au Maroc, dans ton mindset, dans ton esprit, en fait, faut tout reprogrammer. Faut tout reprogrammer parce qu'en fait, t'as un style de vie qui est complètement différent. Tu as, t'as un style de vie qui est différent. Les gens ont une manière de penser qui est complètement différente. Tu n'entends pas pour quelqu'un dont l'arabe n'est pas la langue natale, tu n'entends pas ta langue ou très peu dans la journée. Et étant une langue qui, je vais pas dire qui a tendance à disparaître du Maroc, mais qui est de moins en moins parlée, ben en fait, parfois la communication peut être très compliquée. Donc c'est une réelle école pour moi. C'est quelqu'un qui a réussi une expatriation au Maroc. C'est quelqu'un qui peut vivre n'importe où. Et paradoxalement, alors, il y a une petite anecdote d'une expat que j'ai rencontrée là-bas dans le cercle amical. Elle venait du Jura, des Vosges, pardon, elle venait des Vosges, et c'était un poisson dans l'eau. Pour moi, elle était trop à l'aise. Mais vraiment, passer des Vosges à Casablanca, pour moi, il y a un gap. Et elle était beaucoup trop à l'aise. Et un jour, j'ai dit, je lui dis, on est d'accord, le Maroc, c'est pas ta première expat. Elle me dit, non, j'ai vécu 7 ans ici. Et en fait, là, je comprenais mieux. C'est une école parce qu'en fait, ça te met face à des problèmes que tu n'aurais pas. Tu te dis en permanence, je travaille, mon boulot est reconnu. Si demain quelqu'un débarque, quelqu'un d'administration débarque dans la boîte, je suis en train de bosser, donc mon patron va dire que je bosse, pardon. Mais par contre, tu le fais dans aucune légalité. Donc c'est un espèce de, en fait, ça vient détruire tout ton système de pensée. De comment dire, quand tu travailles en France, il y en a qui bossent au black, hein, on va pas se le cacher. Mais à aucun moment tu es dans cette espèce de dualité où te dire je travaille, j'ai un salaire, je suis reconnu pour mon boulot, j'ai des collègues, et tu sors de là et tu te dis en fait tout ce que je fais c'est illégal. Ouais, tu peux dégager du jour au lendemain, quoi. C'est ça. Et c'est pas ton boss qui va te virer, c'est l'administration. Tu vas faire une connerie, bah on va t'expulser. Alors on va te dire mais pourquoi? Ouais, mais t'as aucune légalité. Comment dire, t'as fait les démarches, tu les as fait ou tu les as pas fait, mais tu sais comment ça se passe. Donc en fait, il y a une espèce de dualité en permanence. Et le secret, c'est de la zapper très vite. Hein. Moi, je te cache pas qu'à aucun moment, je me suis dit, je vais voir un flic débarquer au bureau et qui va me demander mon titre de travail. Alors, je sais pas si c'est de l'inconscience, de l'insouciance ou de la bêtise ou autre, mais vraiment, je me suis jamais posé cette question. C'est tu passes dans un mode, bon, bah, ça arrive. Tu sais, je prends ce qu'il y a à prendre et on y va. C'est marrant que ce soit pas l'employeur qui fasse les démarches, quoi. En France, c'est le cas, hein, pour... Parce qu'elles sont très longues. Ouais. Parce que elles sont très longues et je pense certains n'ont pas envie de se faire chier. Après, tu vas bosser dans des boîtes, tu vas bosser dans des grands groupes. Je prends l'exemple de Dasher, parce que je connaissais du monde qui bossait chez Dasher. Et c'était le mari qui bossait là-bas, Zach. Lui était algérien. Et par contre, lui, il a quitté l'Algérie. On lui a proposé un poste au Maroc. Ça s'est fait en une semaine, quoi. En une semaine, il avait tout. C'est-à-dire que c'est quasiment, c'est limite la personne en charge de l'intégration dans la boîte qui lui a trouvé son appart, qui a fait le nécessaire pour son déménagement et comment dire,
qui lui a balisé le chemin du recrutement, du premier entretien jusqu'à l'embauche, quoi. Mais voilà, après, dans certaines boîtes, l'employeur ne le fait pas. L'employeur te demande de le faire, tout en sachant que bien que t'inities les démarches, ça ne passera pas. Ou si ça passe, ça va mettre un temps fou, quoi. Donc t'as jamais été légalisé. T'as jamais été légalisé quand t'étais au Maroc, du coup? Non, en fait, mon dossier était en attente. Okay. Donc j'avais cet avantage. Donc si jamais je me faisais contrôler ou quoi que ce soit, je disais mais mon dossier est en attente. Cette année, si ça se trouve, tu vas recevoir ton permis de travail, quoi. Ok. Alors, du coup, je rentre à la France, le Portugal et le Maroc, ça va devenir compliqué, je crois. Ça fait un joli triangle. Alors, du coup, tu es plus près en restant au Portugal du Maroc qu'en France. Hein. Clairement, j'envisage pas de retourner bosser au Maroc. Hein. Parce que la situation a beaucoup changé. Même pas. C'est qu'en fait, je ressens pas le besoin. Je ressens pas le besoin. Et puis après, je pense que ça a été une première aventure. Donc c'est un peu comme... c'est comment dire, la première fois que tu fais quelque chose, donc tu es tout excité, et puis je dis c'est pas mal, mais il y a peut-être mieux quand même. Donc après ça a été la Bulgarie. Et du coup, pour juste finir sur le Maroc, tu disais tu as ton mindset qui change, tout ça. Pour les courses, pour la vie de tous les jours après le boulot, ça se passe comment? Ça se passe comme en France, c'est-à-dire pour les courses, t'as les petites supérettes, où t'as des immenses centres commerciaux. T'as si je dis pas de bêtises, le Morocco Mall, qui est sur la corniche de Casablanca, qui est le plus grand bâtiment d'Afrique, qui est un centre commercial, qui est juste hallucinant. Donc t'as l'équivalent de Carrefour, et dans le même centre commercial, t'as Balenciaga, t'as Dolce & Gabbana, t'as Chanel. Donc là pareil, tu rentres là, tu sais pas. Clairement, là, on te prend, on t'endort, on te met là-bas, tu te réveilles, tu sais pas où t'es. Je sais pas si t'es en France, au Maroc, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, quoi. Voilà. Alors, ma question n'était pas tant une grosse question d'occidental, mais disons, c'était surtout, par exemple, moi culturellement, même si je connais bien le pays, à Londres, faire ses courses en Angleterre, c'est pas pareil. On te pose pas les mêmes questions. Bon, déjà, bien sûr, tu trouves pas les mêmes produits, mais par exemple, tu prends pas le temps de faire tes courses à Londres. On te fait comprendre qu'il faut aller vite, quoi. Non, au Maroc, tu prends ton temps. Voilà, tu vois, il y a des trucs comme ça. Au Portugal, dès que tu arrives à la caisse, on te demande ton numéro de TVA. Tu vois, c'est des choses, quand t'as pas l'habitude, tu comprends pas ce qu'on te demande, quoi. On te demande ton NIF. Voilà, au début, tu sais. Puis quand tu dis j'en ai pas, on te regarde et après tu dis je suis français et on te regarde comme si t'avais avoué une maladie mentale, quoi. Tu vois, genre, voilà, tu vois. Mais non, par contre, faire des courses, c'est vraiment comme en France. Il y a pas de. Tu trouves quasiment les mêmes produits. Je trouve vraiment, quand je dis quasiment les mêmes produits, c'est à 90-95% des produits que je trouvais en France, je les ai retrouvés au Maroc. Tu prends ton temps, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de NIF, donc on te demande vraiment rien à la caisse. Après le boulot, c'est très simple, tu as des quartiers plus ou moins animés, plus ou moins chaleureux. Et donc tu peux sortir, aller prendre ton verre, aller retrouver des potes en terrasse, aller prendre un café le matin avant d'aller au boulot. C'est vraiment, il y a un espèce d'entre-deux. Après, moi je te donne ma vision. Donc comment dire, je te donne mon point de vue de là où je suis. Je connais la culture, la langue, les us et coutumes. Donc c'est un peu traître. Voilà. Moi, je suis arrivé au Maroc, il n'y a eu aucun choc. Ouais, t'avais déjà des repères culturels, quoi. Mais voilà, moi j'arrive au Maroc, il n'y a aucun choc. Donc le mec à l'hôtel, on commence à discuter en arabe. Alors au début, ça le choque. Puis après, il comprend. Mais c'est non, il y a aucune. Comment dire, j'ai eu des potes, j'ai encore des potes au Maroc, ils sont là-bas depuis plusieurs années. Certains étaient là-bas depuis déjà plusieurs années quand moi j'y étais.
je vais pas dire qu'il y a une vie à l'occidentale, mais ouais, il y a aucune différence. Il y a aucune différence. T'as les bars, t'as les salles de concert, Donc t'as les cafés. ça t'a pas trop dépaysé, quoi. Et les échanges que t'as pu avoir avec les locaux, c'était Ah, du comme tout, si mais du tout, tu du tout. étais en France, quoi. Ouais. Et après, à savoir que, par exemple, je prends les gens de notre génération. Ouais. Nous, on est né en 85, donc quand on va prendre les gens nés dans les années 80, euh, quasiment tous, à ma grande surprise, mais vraiment, quasiment tous ont eu une expérience ou passent régulièrement du temps en Europe. Bah, de toute façon, la communauté marocaine, au niveau des étudiants, c'est le plus gros contingent d'étudiants étrangers, hein. Mais tous, mais vraiment, ça m'a surpris, parce qu'en fait, tu ne tombes pas sur quelqu'un qui ne va pas régulièrement en week-end à Londres, qui n'a pas fait qui n'a pas fait qui n'a pas fait 6 mois d'études en Italie, 3 mois en France. Et alors c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est des fois même en discutant, tu sais, tu switches d'une langue à l'autre. Et tu es en train de discuter avec quelqu'un, et puis en fait, on croise quelqu'un, et puis en fait, la personne se met à parler en italien, se met à parler en espagnol, en portugais, Et lorsque tu poses la question, bah là, tu apprends que la personne, elle a vécu 6 mois ici, 3 ans là-bas. Et tu trouves ça vraiment dans toutes les couches de la société. Et qu'est-ce qui a pu t'arriver d'honteux dans ce pays? C'est le désaccrochage avec les voisins. On avait un grand appart, on faisait régulièrement la fête. Ah bah oui, forcément, c'était un perturbateur. Ouais, désaccrochage avec les voisins, ouais, ça a été l'une des... c'est pas honteux, mais au bout d'un temps, c'est chiant, quoi. Au bout d'un temps, c'est chiant. Au début, tu ignores, après, tu te confrontes, et puis à la troisième étape, pour être en balader, quoi. Et la quatrième étape, moi, ça m'est arrivé, je sais pas, faut appeler la police. Là, tu te rends compte que les flics vont pas faire... Ça, un vendredi soir ou un samedi soir, si j'imaginais mal les flics faire le tour de l'intégralité des résidences à Casablanca pour demander aux gens d'arrêter de faire du bruit. Non, ça a été vraiment les seuls problèmes. C'était avec le voisinage. Et la Après, culture. on avait choisi, on était deux, on était jeunes, on avait choisi une résidence où les loyers peuvent paraître exorbitants pour. Et quand t'es parti, tu t'es rendu Casablanca. compte que c'était un EHPAD, c'est ça? Pas loin. Pas loin. Pas loin. Mais sinon, blague. Non, c'était un bastion. Non, c'était un bastion. T'avais 2 entrées, t'avais des vigiles à l'entrée, devant, derrière. T'avais des caméras de vidéosurveillance. Pourquoi des vigiles, ça craignait? Ah non, c'était une résidence relativement chic. En même temps, c'est le seul appart qu'on nous a proposé, donc on a pris. Hein. Et là, je vais passer du coq à l'âne. Enfin, sans vouloir être désobligeant pour l'âne. L'idée, la culture entrepreneuriale au Maroc, c'est que c'est différent de la culture occidentale. Pour info, la culture occidentale, c'est faut se voir, il y a beaucoup d'échanges avant de conclure une affaire. De ce que tu me dis, ça a l'air quand même très américain, quoi. C'est ce que j'allais te répondre. Il y a une culture de l'entrepreneuriat et du business qui est très tournée vers les États-Unis. C'est qu'en fait, on part du principe, et je trouve ça relativement cool et relativement intelligent. Il part du principe que si tu attends une subvention, que si tu attends qu'un tel monte ton dossier, que si tu attends que le CERFA numéro 8404, que tu as rempli à peu près 18 fois, n'est pas arrivé au bureau numéro 12, ton dossier ne sera pas validé. En fait, ça, ils l'ont zappé. C'est que les types que j'ai connus, les entrepreneurs que j'ai connus au Maroc, c'était les types qui étaient diplômés, intelligents, brillants pour la plupart, qui ont eu une première expérience en tant que salarié ou en tant que conseiller, en tant que consultant. Ils se sont fait un fric phénoménal et avec ce butin de guerre, ils ont monté leur business. Et ça va plus vite parce qu'en fait, ils n'ont aucun compte à rendre.
Il n'y a personne qui va leur mettre des bâtons dans les roues pour monter tel ou tel dossier. Ce qui fait qu'ils sortent une fois qu'ils sont diplômés, donc une fois lorsqu'ils sortent de leur cursus universitaire ou d'école d'ingé ou d'école de commerce ou autre, ils commencent à bosser sur leur projet, mais d'emblée. Ils bossent sur leur projet, ils font les business plans et les études de marché les plus complètes. Pendant ce temps-là, ils bossent au Maroc, c'est 40 heures. Donc ils bossent pendant 40 heures chaque semaine. Lorsqu'ils ne bossent pas, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes expatriés, et dès qu'ils décident, c'est-à-dire qu'au bout de 2, 3, 4 ans, de stopper leur vie de salarié, en fait, leur business est déjà monté. Donc ça va très vite. Il n'y a pas d'étape un peu comme je peux voir en France. Hein. C'est non, je fais ça, puis ça dure. Puis après, donc je m'inscris à Pôle emploi. Et une fois que je suis à Pôle emploi, je commence à monter mon business. Non, c'est que les mecs, lorsqu'ils ont fini de bosser, leur business est déjà verrouillé. Et ça va hyper vite. C'est un pays qui se tourne de plus en plus vers la tech. Ils sont en train de... Il y a Thomas avec qui je bosse et qui lui est installé au Maroc. Ils sont en train en fait de tout digitaliser. Énormément de services sont en train d'être digitalisés. Un service de conciergerie, le dernier truc que j'ai vu qu'a réalisé Thomas, c'est un service de syndic pour les copropriétés. Voilà. Ça va hyper vite et il n'y a pas de... On se pose pas au Maroc toutes les questions qu'on peut se poser en France ou ailleurs. Donc c'est vraiment tourné un peu vers le modèle entrepreneurial est un modèle en fait qui est relativement américain. T'as bien fait de le souligner. C'est on y va et on voit ce qui se passe. Et on arrête de se poser des questions. Pour l'anecdote, moi j'ai donné une petite conf à Paris l'année dernière sur l'entrepreneuriat, sur l'idée, les différentes étapes. Et à un moment donné, il y a une personne qui venait de monter son entreprise et je lui ai donné un outil, on va dire utile, hein, un logiciel de base pour faire certaines tâches. Mais elle m'a dit ouais, mais si je le fais, je détruis un emploi, donc j'ai pas envie de le faire. Je lui ai dit c'est louable, c'est noble. Je lui ai dit du coup, mais est-ce que tu as les moyens d'embaucher la personne? Elle me dit non. Je lui ai dit donc on fait comment? Et cette personne avait une problématique bien précise liée à ce poste-là. Donc en fait, elle avait un espèce de problème de conscience où elle refusait d'utiliser un logiciel pour le faire elle-même. Elle ne voulait pas se former pour faire le truc, mais elle n'avait pas les moyens de recruter la personne pour le faire. Et lorsqu'elle prend la parole, c'est le problème qu'elle me soumet. Mais honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'étais confronté à ça, quoi. Je referme cette parenthèse. En fait, au Maroc, non, ça va beaucoup plus vite. On met l'idée, on a l'idée, on la met en pratique, on met les moyens de mettre l'idée, de rendre l'idée pratique, et on y va. Et ça marche très bien. Et honnêtement, ça marche très très bien. J'ai beaucoup de respect pour ce type d'initiative. Bon, après, d'un autre côté, de ce que tu me disais, ça peut aussi très vite s'arrêter, quoi. Ça peut très vite s'arrêter. Mais en fait, c'est ça, c'est du fait que ça peut très vite s'arrêter, en fait, il démarre très vite. Non, et comment dire, il y a un petit paradoxe entre les deux, mais tout se fait très vite. Tu n'auras jamais quelqu'un, et j'ai passé que 18 mois au Maroc, après, j'ai encore des contacts au Maroc, je discute avec des gens qui veulent entreprendre au Maroc, mais tu ne rencontreras jamais quelqu'un, moi je prends ma propre expérience, je n'ai jamais rencontré quelqu'un à qui j'ai posé la question, qui me dit oui, non, mais ça fait 18 mois ou 3 ans que je bosse sur mon idée. Tu en as pas, c'est que lorsque tu discutes avec la personne et qu'il te dit ça fait 18 mois que je suis sur ton idée, mais il va te décrire les étapes qu'il a fait sur ces 18 mois et où il en est aujourd'hui. Et il te dit pourquoi il en est là et quelle est la prochaine étape. Mais parce qu'il n'y a pas entre guillemets, il n'y a pas le poids de l'administration à savoir qui fait quoi, vers qui je me dirige, machin. C'est tu montes ton idée, tu montes ton business.
Et à partir de là, c'est parti. Alors, Ça va beaucoup plus vite. si aujourd'hui tu devais être conseillé à quelqu'un de partir au Maroc pour s'expatrier, pour un taf, tu lui Ouais. donnerais. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il le fasse aujourd'hui ou est-ce que ça vaut plus le coup de le faire aujourd'hui? Alors, comment dire, la question, la question, elle est très dure. Tout est très dur chez moi. Sincèrement, s'il devait le faire, comme je t'ai dit, il le fait, c'est l'une des meilleures écoles. C'est l'une des meilleures écoles. C'est pas trop tard à condition de savoir quel produit il va mettre, quel produit il va vendre, produit ou service. Aujourd'hui, moi, je lui conseillerais du service. Il y a très peu, il y a très peu de boîtes qui font du service à l'entreprise, comme on peut connaître en France ou au Portugal. De support principalement. Alors, ils sont extrêmement bons pour le support online et même le support téléphonique. Par contre, ces entreprises-là ne se reposent pas sur des plus petites structures qui les aident à qui les aident à recruter, qui les aident à automatiser leur compta, leur recrutement. Ils n'ont pas de petites boîtes qui les accompagnent dans leur process. Donc, si quelqu'un devait s'expatrier au Maroc, ouais, il devrait s'intéresser à cette, il devrait s'intéresser à cette niche-là. Mais c'est vraiment une niche parce qu'il y a très peu de gros groupes à Casablanca. Moi, je prends l'exemple de Casablanca. Il y a très peu de grosses boîtes. Mais ces grosses boîtes, en fait, ne se reposent pas sur des plus petites qui les accompagnent au quotidien. Donc ouais, je dirais et par contre ouais, faut aller au Maroc, ouais, toute personne qui veut s'expatrier au Maroc pour monter un business, faut que ça aille vite. Mais vraiment, faut que ça aille vite. C'est le seul conseil, c'est la rapidité. Faut pas avoir ce réflexe de dire oui, je commence à bosser sur mon idée. Surtout, j'en parle à personne parce qu'on va me piquer mon idée et je vais bosser dans mon coin pendant 3 ans. C'est l'une des pires erreurs à faire. Ok, bah écoute, on arrive bientôt sur la fin de ce premier un peu numéro. Effectivement, comme on vous a dit, le but c'est de partager des tips, des expériences, de parler un peu d'actu aussi des expatriés en ces temps un peu nouveaux. Et puis surtout d'échanger avec vous. La prochaine fois, je pense qu'on parlera de ton expérience en Bulgarie et au Portugal, qui sont quand même deux pays aussi bien dans la culture et géographiquement opposés. C'est deux univers totalement différents. Ça, je te l'accorde. Voilà. Et au niveau température aussi. Ouais, température, oui, c'est pas la même. Ouais. Et du coup, on parlera de tout ça. Et si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à nous les donner. Un dernier mot pour la fin, Lim. Écoute, que celui qui veut entreprendre, entreprenne vite. Et en ces temps, c'est ce que je mettais sur LinkedIn dernièrement, c'est on est à un tournant de notre histoire, on est à un tournant de notre système où les règles ont changé. J'ai beaucoup de compassion pour tous ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat en début d'année 2020 ou en fin 2019, qui ont monté des projets et qui se sont pris la crise et le Covid mais en pleine gueule. Donc j'ai beaucoup d'amitié, de respect, de compassion pour eux. Là, ce qu'il faut, c'est faut arrêter l'espèce de. On est face à un stop and go. C'est à chaque étape, on attend quelque chose. On a attendu le premier déconfinement, puis on a attendu l'été, puis on a attendu la rentrée, puis on a découvert le deuxième confinement. Puis là, les gens attendent le deuxième déconfinement. Puis après, c'est les fêtes, machin. En fait, le conseil, c'est faites abstraction de ça. Mais littéralement, il faut faire abstraction. C'est on lance le truc. Si ça roule, c'est génial. J'ai envie de te dire, c'est si tu lances un business aujourd'hui et ça roule, t'es un héros. Clairement, à mes yeux, t'es un héros et je pense aux yeux de beaucoup de monde. Si ça se casse la gueule, ça devait arriver parce qu'il y a des. Quand je vois des multinationales licencier des milliers de personnes, je me dis finalement, je suis pas plus bête qu'eux. Ou ils sont pas plus intelligents que moi parce qu'apparemment eux non plus n'ont pas la recette magique. Donc ouais, non, un dernier mot, ouais, c'est
quitte à entreprendre aujourd'hui, puisqu'en fait aujourd'hui la situation nous met dans une position où on va devoir entreprendre de manière complètement différente. Il y a 1 an et demi, je suis persuadé qu'on n'aurait pas fait la moitié de ce qu'on aurait pu faire cette année. Ne serait-ce qu'en termes d'idées de développement, d'idées pour certaines boîtes de recrutement, de télétravail. Ça fait des années qu'on entend des boîtes dire faire du remote, c'est-à-dire que plus de locaux et tout le monde bosse depuis son domicile. Ben, la question qu'on se posait, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais je suis persuadé c'est à chaque fois qu'on disait ou qu'on entendait une personne dire ouais mais je bosse avec un tel, il bosse depuis chez lui. La question qu'on se prenait, c'était ouais mais comment t'es sûr qu'il bosse? Oui, mais ça. Oui, effectivement, ouais, c'est marrant. On est passé de gros nazes à visionnaire en moins de 6 mois. C'est pour ça que en 6 mois tu deviens un héros quoi. Pour la petite anecdote, moi ma première boîte qui était dans la photo Pixel, c'est très simple. Il y a des gens avec qui j'ai bossé que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Oui, moi aussi, c'est marrant. Ou alors 1 ou 2 fois en chemin. Mais ça, c'est un truc que nous, on peut comprendre parce qu'on est natif d'Internet. Je comprends aussi que les anciennes générations, enfin là, ça fait un long mot pour la fin, mais faut pas omettre le côté, ça a ses limites. Ça a ses limites sur certains projets. Nous, on l'a vu par rapport à ce qu'on faisait. Ça a ses limites. Il y a des gens qui ont besoin de ce contact social pour avancer. Et puis, moi, j'ai souvent travaillé tout seul dans mon coin. Des fois, c'est dur. Hein. Je veux te dire, arriver à un moment de se motiver tout seul, c'est dur. Et d'avoir des gens dans un bureau avec toi, ça te fait pas mieux travailler, mais ça te fait moins déprimer. Il y a ça. Non, il y a ça aussi. Mais pourtant, je suis un amateur du travailler chez soi. Hein. Je veux dire, si je peux travailler 3 jours par semaine chez moi, je travaillerai 3 jours par semaine. Néanmoins, si je peux venir 1 ou 2 fois au bureau dans la semaine, il faut ce contact. Voilà, mais l'avantage qu'on a, clairement, je le dis ouais, l'avantage que toi, moi et d'autres personnes avons, c'est qu'en fait, c'est ayant goûté à ça, le jour où on a entendu le mot télétravail, où on va bosser depuis la maison en mode confiné. Oui, on était prêts. On était prêts et on le sera toujours. Enfin, je veux dire, c'est ça. Même sur des nomades. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer virtuellement des gens. Je prends toujours l'exemple de la première boîte qui était à Pixel. Carolina Sanchez, qui était photographe. On publiait des photos, en fait, on faisait du reportage photo, on publiait des photos online dans un magazine en ligne, et on vendait nos photos comme toute agence. Qui me dit, j'ai réussi à être accrédité à Coachella, est-ce que tu veux des photos? Tu dis oui, parce que toi tu te dis à aucun moment, à ce moment-là, j'ai les moyens d'envoyer un reporter couvrir Coachella. Et c'est une anecdote, mais on s'est jamais vu. On a bossé une fois ensemble, on s'est fait confiance. En fait, elle, dans son coin, elle a fait le nécessaire pour qu'on soit accrédité pour Coachella. On était insignifiants par rapport aux médias qui étaient présents sur Coachella. On était insignifiants. En fait, elle avait une méthodologie de boulot que j'adore. C'est-à-dire qu'en fait, elle a compris le fait de bosser en totale autonomie, mais au sein d'un collectif. Ouais. Voilà. Et ça, honnêtement, c'est aussi l'un des avantages qu'on a, et c'est ce que je souhaite. Et je souhaite à notre génération, les générations plus anciennes ou plus jeunes, de passer cette étape. Ouais. Et voilà, ce sera le mot de la fin. À bientôt. Écoute, merci, à très très vite. Allez, ciao. Ciao.